Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Le système circulatoire lymphatique », a été réalisée le 24 mai 2021. Et par ma respiration, je nourris mon corps. Mais comment ces nutriments parviennent-ils précisément à chaque partie de mon être physique? Il ne s'agit pas seulement des nutriments, mais aussi de bien d'autres choses, comme les métabolites, l'oxygène, le dioxyde de carbone, les hormones, sans oublier d'autres substances telles que les protéines et les minéraux, qui sont acheminés aux quatre coins de ton corps par le système circulatoire. Celui-ci intègre en son sein un autre système que tu appelles le système lymphatique, et ce sont ces deux systèmes dont nous allons parler aujourd'hui. Si nous avons expliqué hier que le système respiratoire est comme l'expansion et l'implosion universelle sur le plan des esprits, nous pouvons donc comprendre que le système circulatoire est celui qui distribue son énergie aux êtres vivants. C'est-à-dire qu'il s'agit des millions de canaux par lesquels les âmes se manifestent dans les corps. Oh, c'est comme si ce système était celui qui relie les chemins de chaque individu à travers le temps et l'espace. La circulation de toutes les données de l'univers, de toutes les histoires que chaque être vit. Comprenons donc ces canaux que nous, les êtres, utilisons pour l'expérimentation universelle. Le système circulatoire, précisément, se consacre à générer la circulation de tout ce qui se trouve en mouvement à l'intérieur du corps, et il le fait grâce à un système complexe de voies et de routes. Bien sûr, la partie la plus connue de ce système est le cœur. Le cœur est un muscle composé de cellules spéciales et de neurones, qui reçoivent et envoient des impulsions électriques qui contractent et détendent les cellules de l'organe, provoquant des contractions que nous percevons comme des battements. Attends, le cœur a des neurones? Oui, tout comme les intestins. Quoi? C'est vrai. Cela peut paraître étrange, car on considère généralement que le cerveau est l'organe composé de neurones. Cependant, chaque type de neurone a une fonction spécifique. Ce sont des cellules qui reçoivent et envoient des informations. Et c'est pourquoi ces deux autres centres essentiels à la vie doivent savoir prendre leurs propres décisions, sans dépendre à 100% du cerveau. Bien sûr, c'est logique. Oui, tu peux comprendre que le cœur ressent et pense. Cet organe est situé dans la cavité thoracique, dans la poitrine, légèrement décalé vers la gauche, contenu par le poumon gauche, raison pour laquelle il est plus petit, bien que les deux poumons l'entourent. Recouvert par le thymus, il est protégé par les côtes et le sternum, car il est l'une des principales sources de vie du corps. Le cerveau est le moteur qui permet la circulation de tous les fluides et nutriments qui nourrissent le corps et lui donnent de l'énergie. Sans lui, rien n'atteindrait sa destination. Comment fait-il cela? Le cœur reçoit les signaux électriques de ses propres neurones, provenant d'une zone de l'oreillette droite appelée nœud sinusal, qui agit comme un stimulateur cardiaque et maintient le rythme des battements. De plus, ces neurones sont connectés au cerveau qui régule les fonctions générales. Le cœur est principalement relié au poumon, source d'oxygénation, base nécessaire à être transportée à chaque instant vers chaque cellule. Allons-y étape par étape. La raison d'être de tout ce système, c'est le sang. Bien que le sang soit considéré comme l'un des 4 humeurs gréco-romaines des liquides internes, en réalité, le sang devrait être considéré davantage comme un tissu organique qui se comporte à la fois sous forme liquide et sous forme solide.
Le tissu liquide est appelé plasma et permet la conjonction complexe de toutes les formes solides qui se déplacent en son sein. Les érythrocytes, communément appelés globules rouges, et les leucocytes, appelés globules blancs, ainsi que les thrombocytes, connus sous le nom de plaquettes. Les érythrocytes transportent l'oxygène dans tout le corps et fixent le dioxyde de carbone pour qu'il soit éliminé de l'organisme. Ils proviennent des cellules souches générées dans le système osseux. Les leucocytes proviennent de la moelle osseuse et ont pour fonction principale d'identifier les agents pathogènes dans la circulation sanguine. Ils font donc partie du système de défense du sang. Quant aux thrombocytes, ce sont des résidus cellulaires utilisés pour réparer les ruptures et les blessures, en recouvrant et en régénérant les tissus endommagés. Ils jouent un rôle utile pour l'hémostase, arrestation du saignement, afin d'empêcher l'hémorragie. Aux côtés de ces trois éléments circulent des minéraux, des bactéries, des virus, des protéines et des hormones qui sont distribués dans tout le corps. Ainsi, le sang fonctionne comme une sorte de canal d'irrigation, à l'image des rivières qui descendent des montagnes pour remplir les vallées de ruisseaux, de canaux, de fossés et de toutes sortes de systèmes d'irrigation, transportant les minéraux et les nutriments des montagnes vers les champs pour donner vie à chaque plante et animal sur leur chemin, que nous appellerons cellules dans notre corps. Source de vie, énergie vitale. La principale source de production d'énergie provient de la respiration et de l'alimentation. Grâce à ces deux systèmes, le respiratoire et le digestif, le corps reçoit tous les éléments chimiques nécessaires qui sont filtrés par les alvéoles pulmonaires et par les villosités de l'intestin grêle, puis passent directement dans la circulation sanguine par les capillaires. Donc ce n'est pas comme si tout passait d'abord par le cœur, mais plutôt que tout entre dans le système circulatoire par chaque capillaire sanguin qui relie l'ensemble du corps. Les capillaires sont ainsi nommés parce qu'ils sont fins comme des cheveux et en quantité similaire, certains si minuscules qu'ils semblent invisibles. Ils entourent chaque tissu de chaque organe. Cela permet à l'oxygène d'atteindre chaque recoin du corps et au dioxyde de carbone d'être éliminé de chaque partie du système, tout en aidant les hormones et les protéines à atteindre chaque cellule du corps. Les hormones provoquent des réactions chimiques au contact des cellules, tandis que les protéines remplissent de multiples fonctions, telles que le transport de nutriments, lipides, vitamines, minéraux, ou, en tant qu'enzymes, facilitent les réactions chimiques afin que les cellules puissent mieux transformer l'énergie. Le système circulatoire résulte donc de ce réseau capillaire minuscule et étendu qui atteint chaque recoin du corps, dont les capillaires se rejoignent au niveau des principaux organes, certains fournissant de l'oxygène et d'autres recevant du dioxyde de carbone. Ces milliers de capillaires se rejoignent pour former des vaisseaux plus gros, jusqu'à constituer des conduits que nous appelons veines et artères, qui transportent la plus grande quantité de sang, à l'image des autoroutes qui reçoivent ou distribuent le trafic des routes régionales et des chemins environnants, jusqu'aux rues des banlieues cellulaires ou chemins de terre à travers les forêts et les montagnes. Mais à leur tour, celles-ci rejoignent les autoroutes nationales, appelées aortes et veines caves, reliées au centre-ville, le cœur. Waouh! Quelle est la différence entre une veine et une artère? En bref, les veines reçoivent et les artères donnent. Les veines sont chargées de recevoir de tous les organes et déchets, principalement le dioxyde de carbone qui sera excrété lors de l'expiration, ainsi que de divers déchets par la transpiration. Les artères sont chargées de distribuer l'oxygène à chaque organe. Par conséquent, les artères sont les voies d'entrée et de distribution, tandis que les veines sont les voies de sortie et de collecte. Tu verras que les artères sont de couleur rouge, tout comme les érythrocytes, car leur pigmentation est due à l'oxydation provoquée par la charge en oxygène, tandis que les veines prendront une teinte bleuâtre en raison du manque d'oxygène et de la présence du dioxyde de carbone. Oh, d'accord, je comprends maintenant. Alors, quel est exactement le rôle du cœur?
Il fait circuler ce flux comme la valve ou la pompe qui extrait l'eau d'un puits. Le cœur est un organe divisé en 4 parties ou cavités, dont les 2 supérieures sont appelées oreillettes, petite oreille en latin, et les 2 inférieures ventricules, petit ventre en latin, car leur forme ressemble à ces parties du corps. Le cœur est comme le centre d'une grande ville, où les principales autoroutes se croisent en formant des courbes, idée d'intersection gigantesque. Il faut y prêter une attention particulière. D'accord. C'est presque comme recevoir les indications pour entrer dans une mégapole sans GPS. Un peu, mais l'avantage, c'est que tu ne peux pas te tromper. Il suffit de suivre le flux de la circulation. Tous les déchets, ainsi que la grande quantité de dioxyde de carbone, sont acheminés vers le cœur par la veine cave supérieure et inférieure, remplissant l'oreillette droite qui, sous la pression du plasma, ouvre la valve tricuspide. 3 membranes en forme de portail, ce qui permet l'entrée du sang désoxygéné vers le ventricule droit. Celui-ci, en se contractant, propulse le plasma vers l'artère pulmonaire qui se divise en 2, vers le poumon droit et vers le poumon gauche. Cette artère reçoit le dioxyde de carbone pour qu'il soit expulsé du système. Dans le même temps, l'oxygène des poumons est acheminé par les veines pulmonaires supérieures et inférieures vers l'oreillette gauche, qui, en se remplissant, provoque l'ouverture de la valve mitrale, ainsi nommée en raison de sa ressemblance avec la mitre, le chapeau papal, laissant passer le sang oxygéné vers le ventricule gauche, qui, en se contractant lors du battement cardiaque, achemine le sang à travers l'aorte. Celle-ci comporte 3 sorties vers le haut, vers le tronc brachiocéphalique qui se dirige vers la tête, vers la carotide, par le cou, vers le cerveau, et vers la sous-clavière qui relie les parties latérales du corps, comme les bras, tandis que l'aorte elle-même forme une immense courbe qui s'oriente vers le bas, irriguant tous les principaux organes. C'est la pression du battement qui permet au sang d'être constamment en mouvement et en circulation, irriguant chaque cellule de chaque organe dans chaque recoin. C'est fascinant. Un système parfait. On a parfois l'impression qu'il est impossible que ce système soit le fruit du hasard, d'une simple circonstance évolutive et adaptative. C'est un système si complexe qu'il suggère l'idée qu'il a bien dû y avoir quelqu'un pour le concevoir. Et à ce loi, il faut ajouter le complément de purge du système circulatoire. Lequel? Le système lymphatique. Le mot lymphe vient du grec nymphe, nymphée. Ces divinités pures de l'eau qui représentent les jeunes mariés, l'inspiration de la nouveauté. En latin, le N s'est transformé en L, devenant lympha, donnant tout son sens à l'eau et à sa pureté. Ce système d'irrigation est un système parallèle au système sanguin, chargé d'absorber le liquide interstitiel, c'est-à-dire celui qui s'accumule entre les tissus cellulaires, comme certains lipides. Grâce à des valves qui se contractent, ce liquide absorbé par les canaux lymphatiques se transforme en une sorte d'eau qui purifie tout le système, l'irriguant vers la circulation sanguine au cœur, où il sera redistribué et purgé. Le système lymphatique possède plusieurs nœuds où ce liquide est stocké et accumulé, appelés ganglions lymphatiques, où ce liquide transparent est géré. Tout est si parfait. Bien sûr, c'est l'esprit même qui l'a conçu, les mêmes impulsions de données qui, après des milliards d'années, ont appris à générer des réseaux d'informations. Et l'évolution n'est rien d'autre que la manifestation de ces données vérifiées après tant de temps d'interaction. Le système circulatoire est comme le système de connexion entre toutes les dimensions, la mort et la vie, le flux de l'existence où les âmes voyagent à travers les corps, se réincarnant, suivant leur propre chemin, en groupe, en monade, et pourtant, toutes ne faisant qu'un. Le réseau de vaisseaux sanguins est comme les chemins de notre vie, qui nous amènent des personnes capables de changer notre façon de vivre, de voir les choses, qui nous apportent des choses positives ou négatives. Et parfois, c'est nous-mêmes qui parcourons ces chemins, qui, tôt ou tard, nous mènent au grand chemin de l'existence,
où nous réalisons que malgré nos différences, nous partageons tous un même destin et une même origine, le cœur. Le cœur du système, la source universelle. Et tu comprendras que cette source n'est pas en soi celle qui produit les âmes, qui génère le sang, mais que la source est le pouls, le battement, ce qui nous maintient en mouvement, qui nous appelle à nous activer, à manifester notre volonté d'avancer et de nous transformer. C'est pourquoi le cœur est si important, non pas parce qu'il représente la source originelle de ce que nous sommes, mais parce qu'il est le moteur qui nous pousse à découvrir ce que nous sommes. Inconditionnel, il pousse chacun à être, sans juger, ce qui le traverse. C'est à nous de discerner, parmi tout ce qu'il transporte, ce qui nous fait du bien ou du mal. Donner et recevoir. Le système circulatoire est comme cette économie organique équilibrée qui nous rappelle l'importance que chacun ait ce dont il a besoin, que tout le monde n'a pas besoin de la même chose. L'harmonie. Chaque organe sait ce dont il a besoin. Lorsque tu digères, le sang est acheminé vers les organes digestifs et sa quantité diminue dans les parties moins sollicitées. C'est ce qui nous rend somnolents pendant la digestion. Ou au moment de la reproduction, le sang afflue vers les organes génitaux, diminuant ainsi sa quantité dans le cerveau, ce qui active davantage l'aspect animal. Un adulte humain a en moyenne entre 4,5 et 5,5 litres de sang circulant en son sein, qui doivent être très bien gérés dans leur utilisation. C'est donc une économie parfaite, car lorsqu'une partie du corps a rempli sa fonction, elle ne nécessite plus de grandes quantités, et celles-ci peuvent être utilisées pour d'autres parties. Un équilibre économique parfait, une gestion régulée. Pourquoi cela se produit-il ? Parce que lorsqu'un organisme sait ce qu'il veut et ce dont il a besoin pour remplir sa mission, il n'a besoin de rien d'autre. Et ceux qui l'entourent savent que si cette mission n'est pas accomplie, cela ne sera pas bénéfique pour eux. La confiance dans la tâche de chaque organe est cruciale. Les humains ne font pas confiance aux autres humains, car beaucoup d'entre eux agissent comme des virus et des bactéries, des parasites et des microbes qui endommagent le système, poussant le corps à s'attaquer lui-même. La confiance en soi engendre la confiance envers les autres, et la productivité démontrée par les actes inspire la confiance dans l'ensemble. Les cellules ont confiance. Un neurone doit faire confiance à une cellule intestinale. Un spermatozoïde doit faire confiance à un globule rouge. Tout doit être en harmonie. C'est la confiance qui apporte la stabilité, et les faits inspirent la confiance. Le système circulatoire fait confiance à chaque organe, à chaque cellule. C'est pourquoi il donne librement sans rien attendre en retour. C'est l'inspiration d'une économie du futur qui n'est ni communiste, ni capitaliste. Elle est organique et vient du cœur. Ainsi, comme tous les globules rouges, nous nous unissons en harmonie dans un plasma spirituel qui nous relie, frères de sang. Les globules sont les âmes qui voyagent à travers les corps en échangeant. Et les veines et les artères sont les canaux par lesquels les âmes se manifestent. Et pour se manifester, toutes doivent passer par le cœur. Je suis le canal des âmes et tout habite mon cœur. Et à partir de lui, je les pousse à manifester le monde que je suis.